Cap sur l'Intelligent Club de ce vendredi 25 avril. Voici le menu de votre quotidien de décryptage de l'actualité sur l'Intelligent TV. Prime des enseignants, pourquoi les syndicats menacent encore? Sondage, manifestation pour Tcham à Paris. Le PPACI et le GPS se désolidarisent du PDCI RDA. Soro Djabiga, Jean-Richard Nguessan, merci d'être encore là pour décrypter ces différents sujets d'actualité. Quelques secondes de pause et on revient pour les analyses. L'intersyndicale des enseignants grévistes qui dénonce le non-respect par le gouvernement de ses engagements relatifs au paiement de la prime d'incitation qui ont été pris le 9 avril dernier lors de la réunion qui a abouti à la suspension de la grève qui avait paralysé pendant plusieurs jours l'école ivoirienne. On écoute ici Blé David, porte-parole des enseignants grévistes. Généraux nationaux de l'IS MENA METFPA du jeudi 24 avril 2025. Les secrétaires généraux nationaux de l'IS MENA METFPA, signataires du mot d'ordre de grève des 3, 4, 7, 8 et 9 avril 2025, réunis en Assemblée générale ce jour, jeudi 24 avril 2025, ayant constaté le non-respect par le gouvernement des mesures d'apaisement consignées dans le communiqué conjoint du 9 avril 2025 et ayant conduit à la bonne tenue de l'atelier des 17, 18 et 19 avril 2025 à Grand Bassam, à savoir la libération du camarade Assis Dugari, la levée des sanctions liées à la grève des 15, 16 et 17 octobre 2024 et les 3, 4, 7, 8 et 9 avril 2025. Considérant la détention arbitraire et continue de notre camarade Assis Dugari au port pénitentiaire d'Abidjan depuis le 3 avril 2025, vu les ponctions salariales opérées sur les salaires du mois d'avril 2025 et la suspension des soldes des leaders pour ce mois d'avril 2025, décide. Les secrétaires généraux nationaux de l'IS MENA METFPA prennent acte du chronogramme issu des travaux de Grand Bassam et appellent le directoire à plus de vigilance quant à son exécution. 2. Les secrétaires généraux nationaux de l'IS MENA METFPA dénoncent le non-respect de la part du gouvernement des engagements pris et appellent à la libération immédiate et sans condition du camarade Assis Dugari et au respect de la liberté syndicale par la levée de toutes les restrictions à l'activité syndicale. 3. Les secrétaires généraux nationaux de l'IS MENA METFPA exigent la levée de toutes les suspensions et ponctions salariales en cours. Par ailleurs, l'IS MENA METFPA appelle toutes les enseignantes et tous les enseignants de Côte d'Ivoire à se mobiliser pour prendre part à la grande assemblée générale du mardi 6 mai 2025, fait à Abidjan le 24 avril 2025 pour l'IS MENA METFPA, le porte-parole principal, le camarade David Blibé. Soro Djabiga, est-ce que l'on s'achemine tout droit vers un retour de la grève des enseignants quand on sait qu'ici, ils dénoncent notamment le fait que le camarade Justin Dugari et d'autres enseignants arrêtés durant la période de grève n'aient toujours pas été libérés et que visiblement le ministère a l'intention de faire des ponctions sur les salaires des enseignants grévistes? Oui, c'est une régression. Nous reculons inéluctablement vers la situation que l'école ivoirienne a vécue il y a 2 semaines en arrière. Vous savez, cette assemblée générale qui regroupait les secrétaires généraux de l'intersyndical de l'enseignement est révélatrice d'un mouvement d'humeur qui est un peu gênant et qui pourra perturber l'ordre dans les jours à venir. Et cela est fondé par 2 éléments fondamentaux. La détention de Assis Dugari, qui est toujours en prison et qui a été arrêté le 3 avril dernier, et la suspension des salaires de certains enseignants et la ponction qu'il veut opérer sur certains salaires aussi. Et cela mettra en mal forcément le bon fonctionnement de l'école.
Et cette situation a été déjà critiquée fortement par l'opinion et les enfants en ont pâti. Nous étions heureux de savoir que le 9 avril dernier, les deux partis se sont rencontrés, c'est-à-dire les syndicalistes et le gouvernement. Après ça, les syndicalistes se sont rencontrés encore à Bassam, où ils ont manifesté effectivement leur volonté d'aller à l'apaisement et de faire respecter le droit des enfants, qui est un droit à l'éducation qui est fondamental et universel. Malheureusement, en échange de concessions. En échange de concessions, justement. Et je l'avais dit ici, le gouvernement va maintenir Assis Dugari en prison parce que ça allait faire partie des éléments des négociations. Aujourd'hui, effectivement, ça fait partie des pièces que le gouvernement détient pour pouvoir contraindre aussi les syndicalistes à leur faire des concessions. Et ça paraît comme un jeu, mais l'enjeu est stratégique et il est énorme. Ce sont des enfants aujourd'hui qui vont se retrouver encore une fois de plus à la maison et le programme de l'année scolaire sera forcément écorné. Mais justement, Jean-Richard, est-ce qu'aujourd'hui les enseignants disposent encore de leviers forts? On sait qu'on s'achemine vers les examens de fin d'année, c'est dans seulement quelques semaines, et c'est une période critique que le gouvernement ne peut pas se permettre de laisser traîner dans un contexte conflictuel. Là, les enseignants qui menacent de reprendre la grève, si leurs revendications ne sont pas satisfaites d'ici le 6 mai, on a une assemblée générale qui est annoncée dans quelques semaines. On peut s'attendre à ce qu'ils mettent la pression sur les autorités ministérielles afin que, finalement, le cas Dugari, par exemple, soit rapidement évacué. Oui, forcément, avant de répondre à votre question, quand on revient à la genèse des choses, il faut rappeler que le premier débrayage, c'était les 14, 15 et 17 octobre. Déjà, les enseignants avaient fait une première grève. Suite à cette grève, il y a eu une rencontre à Grand Bassam, les 23, 24 et 25 octobre. Et les enseignants estiment qu'à cette rencontre, il y a eu des promesses. Et d'ailleurs, à cette rencontre, le 3 décembre, il y a eu une rencontre avec Madame la ministre. Il a été convenu de la mise sur pied d'un collectif qui allait travailler pour faire des propositions pour une sortie de crise efficace. D'un comité, le 27 février. Malheureusement, les enseignants estiment que dans le prolongement de la crise, il n'y a eu aucune proposition et il n'y a eu aucune rencontre du comité qui était mise sur pied. Et puis, le comité d'experts ne s'est réuni que le 6 mars dernier. Ils estiment qu'il n'y a pas de logique depuis la première grève face à leurs revendications. Je pense que c'est une situation qui est bien dommage. Aujourd'hui, nous sommes à l'orée des examens de fin d'année. Ils estiment que c'est une période propice, je pense, pour avoir gain de cause, puisque cette prime est appelée de tous les vœux par tous les enseignants de Côte d'Ivoire. J'espère véritablement qu'avant les examens de fin d'année, il y aura une rencontre, parce que il faut rappeler que l'école connaît bien le remous depuis les années 90. Avec la crise post-électorale, l'école ivoirienne a payé un lourd tribut face à cette crise-là. C'est vrai qu'il y a eu des avancées notables, mais aujourd'hui, face à cette situation-là, l'État de Côte d'Ivoire, Madame la ministre, gagnerait à rencontrer les grévistes pour une sortie de crise afin que l'école se porte mieux. Les enseignants qui attendent véritablement un soulagement dans leurs conditions de travail, une revalorisation de leurs conditions de travail. On a le témoignage de deux personnes, un enseignant en fonction et un enseignant à la retraite. Le premier, Adama Konaté, qui est coordinateur national chargé de l'organisation à la CESCI. Ensuite, Yoboué Léopold, qui est enseignant à la retraite. Tous les deux se confient. Le premier sur les revendications corporatistes qui fondent les réclamations actuelles des enseignants. Ensuite, le second sur les conditions de vie des enseignants qui le décrit comme parfois précaires et qui peuvent même déboucher dans certains cas sur des maladies comme ce qui lui est arrivé personnellement. Quand nous allons pour des accords, il y a forcément des concessions qu'on fait et des engagements que nous prenons. Nous avons respecté nos engagements, mais quant au gouvernement, le gouvernement n'a pas respecté son engagement. En fonction des enseignants qui sont allés en grève. Je veux qu'on corrige ce terme-là et le camarade Kla l'avait fait. Je veux dire, le camarade Bibi l'avait fait en son temps. Il ne faut pas nous traiter de grévistes. Nous ne sommes pas là pour faire grève seulement. Nous réclamons à un moment donné la revalorisation de nos conditions de vie et de travail. L'enseignant mérite mieux. Voilà pourquoi nous avons à un moment donné demandé une prime d'engagement. Il était question que, à l'heure où je vous parle, que nous suspendons ce mot d'ordre de grève le 10 avril dernier au lycée technique de
d'Abidjan parce que, ou bien on va certainement suivre, demander à la régie de nous programmer également l'intervention de Léopold Yoboué, enseignant à la retraite. On va les écouter de façon successive. Nous savons que les autres corps reçoivent une prime tous les 3 mois. Les autres corps reçoivent une prime tous les 3 mois, sauf les enseignants. Puis les enseignants, quand même, sont affectés il y a des endroits où vraiment la vie est très pénible. Moi, j'étais dans un village assez reculé vers la frontière Côte d'Ivoire-Ghana. Bien, il n'y a pas d'eau courante. Le PDCI France a décidé de marcher. Il n'y a pas d'électricité. Pour avoir accès même au village, c'est tout un tas de problèmes. Cette craie que nous utilisons, alors, elle s'entasse au fur et à mesure sur le poumon. Alors, après 5-6 ans d'enseignement, j'ai eu cette poudre-là dans le poumon. Alors, il a fallu qu'on retire cette eau. Alors, tout cela, raison pour laquelle ces enseignants réclament vraiment une prime. C'était une prime pour faire face à certains de leurs problèmes. Bien. Moi, après quelques années d'enseignement, j'ai eu la poudre, cette craie que nous utilisons, alors, elle s'entasse au fur et à mesure sur le poumon. Alors, après 5-6 ans d'enseignement, j'ai eu cette poudre-là dans le poumon. Alors, il a fallu qu'on retire cette eau. C'est la poudre, la craie que nous utilisons. Donc, on a besoin de cette prime-là vraiment pour tout ça. C'est vrai, c'est juste une prime d'encouragement, mais on a besoin de ça aussi pour faire face à beaucoup de problèmes qui minent l'enseignant. Hein? J'ai parlé de la craie. La craie est un problème. Donc, les enseignants que j'ai eu à contacter, ils disent les autres corps ont eu une prime. Alors, donc, eux aussi, ils réclament la prime parce que la vie est devenue très chère. Le loyer est cher. L'électricité a augmenté. Tout est cher. Alors, il faut une prime. Parce que retirer tout cela de leur salaire, ne reste plus rien. Voilà pourquoi ils luttent pour avoir cette prime. Cette prime vraiment aussi d'encouragement parce que quand même, l'enseignement est un sacerdoce. Soro Djabiga, on vient d'entendre le témoignage de Léopold Yoboué ainsi que d'Adama Konaté, qui est actuellement en fonction. Léopold Yoboué qui est à la retraite aujourd'hui. Il décrit une situation véritablement poignante, des conditions d'exercice du métier d'enseignant, surtout pour ceux qui sont affectés à l'intérieur du pays, dans les régions reculées. Qu'est-ce que vous laisse ce témoignage comme émotion? Oui, les deux témoignages vont dans le même sens. Les deux avis convergent et elles vont dans le sens de l'amélioration des conditions de travail des enseignants, mais aussi dans leurs conditions de vie, dans la vie sociale. Le milieu de l'enseignement est un peu ingrat, je le dis comme ça, parce que aujourd'hui, les enseignants déploient une situation de 2 poids 2 mesures face à d'autres agents de la fonction publique qui sont mieux traités qui ont accès à des primes qui sont vraiment valorisantes et qui leur permettent d'avoir une situation de vie un peu aisée. Tout récemment, nous avons vu la situation d'un enseignant à l'intérieur du pays qui, après une forte pluie, a vu tous ses équipements détruits. Il vit dans une période avec sa famille. Nous avons vu cette image-là, c'était dévalorisant de tous ses équipements, son matelas, son lit, ses vêtements, tout était dehors et il appelait à l'aide. C'est même pas bon pour l'image de la Côte d'Ivoire parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont comme une vitrine qui donne sur tout le monde entier. Donc, quand on vit ce genre de situation-là, ça n'honore pas la Côte d'Ivoire. Il faut le sacrifice d'aller porter le savoir dans des contrées reculées du pays. Effectivement. Et on ne cesse de déplorer ce genre de situation. Tantôt, ce sont des enseignantes qui sont mordues par des serpents. Tantôt, ce sont des enseignantes qui sont, excusez-moi du terme, qui sont violées. Tantôt, il y a des problèmes. Récemment, c'est une enseignante qui a été mordue à l'intérieur du pays. Leur vie est souvent en danger. Les enseignants revendiquent la prime d'incitation. Moi, mais j'aimerais ajouter encore la prime des risques.
Il faut ajouter cela. Vous avez vu le doyen Léopold qui a passé... Déjà que la prime d'incitation est difficile. Autour de 400 milliards de francs CFA. On rajoutait une autre, ça serait un peu de trop, non? Vous savez, le gouvernement peut procéder à des réaménagements. On sait que ce n'est pas facile. On sait comment le gouvernement fonctionne aujourd'hui. On sait que nous contractons énormément de dettes pour pouvoir assurer les charges liées au fonctionnement de l'État, pour pouvoir payer les salaires. On sait qu'aujourd'hui, les dettes constituent au moins près de 57% du budget de la Côte d'Ivoire. Nous savons tout ça. Mais il faut faire des réaménagements pour pouvoir... Du PIB. Il faut faire des réaménagements pour pouvoir les mettre à l'aise parce que leurs conditions ne sont pas faciles. Vous avez entendu tout à l'heure le doyen Léopold qui a fait 33 ans dans l'enseignement et qui a eu des problèmes pulmonaires parce qu'il respirait la poussière de la craie. C'est pénible. Donc moi, je leur donne tout. Ils ont tout mon accord et ils ont ma prière, mais il faut être encadré par les textes pour ne pas s'exposer à des sanctions. Déjà, avec ces mesures répressives que le gouvernement est en train d'employer, notamment dans le cas de Assis Dugari qui est détenu depuis le 3 avril, ça peut créer des risques On reviendra tout à l'heure sur le cas Dugari de façon spéciale. Oui, cela peut créer... Vous voulez parler ? Cela peut créer des risques de métastases. L'effet domino peut se reproduire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va contaminer d'autres agents. Et ça peut encore galvaniser, ça peut renforcer encore le courage et la solidarité entre les syndicalistes. Et ce n'est pas bon. Aujourd'hui, les syndicalistes, quand on regarde l'AG qui sont en train de convoquer le 6 mai, on se pose la question de savoir ce qu'ils vont décréter ou ce qu'ils vont annoncer. Déjà, les entendre dire que le gouvernement ne respecte pas sa promesse, ce n'est pas bon, ce n'est pas honorable pour le gouvernement. Et je le déplore tout le temps. Il ne faudrait pas qu'on arrive dans une situation de crise de confiance entre le gouvernement et les populations. Ça crée un fossé et forcément, ça crée des frustrations. Voilà. Jean-Richard, est-ce que la crise semble insurmontable? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est vrai que lorsqu'on a écouté les propos à l'instant de l'intersyndicale, on a retenu que... il y a le cas Dugari qui reste encore en prison. Il a parlé de ponction de salaire de quelques camarades. Il a évoqué énormément de choses, mais je pense qu'on peut encore sortir de cette crise. Le gouvernement gagnerait à discuter, à multiplier les rencontres, à discuter avec l'intersyndicale, parce qu'on est dans une période assez charnière. Quand on regarde, le climat social est tendu. On ne va pas en rajouter avec la grève des enseignants, surtout qu'on a à l'aube des examens de fin d'année. Et à écouter les deux intervenants, M. Yoboué qui est à la retraite et M. Konaté, j'estime que, comme ils l'ont dit eux-mêmes, l'enseignement, c'est un sacerdoce. Et M. Yoboué disait qu'il a passé plusieurs années à la frontière, dans une localité où il n'y avait ni eau, où il n'y avait pas d'électricité. Donc, par moments, ils sont confrontés à des difficultés. Et force est de reconnaître qu'ils apportent énormément, comme bien le travailleur aussi. Mais je pense que cette prime d'incitation-là, c'est vrai que c'est énorme, 400 milliards de francs CFA, quand on sait que la période aujourd'hui est assez difficile pour la Côte d'Ivoire. Mais l'État gagnerait à discuter avec les enseignants et à établir un chronogramme. Les enseignants estiment qu'il y a de la ruse de la part du gouvernement, il y a de l'inaction, les promesses ne sont pas tenues. Que faut-il faire? C'est de continuer à discuter et faire des propositions face à la situation. Parce que le 6 mai, comme le disait Soro, qu'est-ce que les enseignants vont décider? Est-ce qu'on aura une nouvelle grève? Véritablement, j'espère qu'on n'entrera pas dans une nouvelle grève, surtout qu'on a quelques semaines des examens de fin d'année. Soro Djabiga, s'agissant spécifiquement du cas Ghislain Assis Dugari, emprisonné donc bien avant le déclenchement de la grève des enseignants, fait je crois 24 heures avant le déclenchement de la grève, c'était en début de mois. Est-ce que ce cas-là constitue aujourd'hui la clé de voûte pour le déblocage de cette situation? Je vous réponds le mot, c'est véritablement la clé de voûte pour le déblocage de cette situation parce que son cas a été évoqué dans la déclaration du secrétaire général Bliblé. Assis Dugari aujourd'hui est comme la figure de la lutte, le symbole de la lutte syndicale. Son incarcération et sa détention depuis le 3 avril intervient comme une tentative d'intimidation de la part du gouvernement et ça a créé beaucoup de désagréments, ça a permis de galvaniser, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette situation a permis de galvaniser les syndicalistes. Aujourd'hui, ils sont plus que jamais déterminés. Ils ont l'impression de vivre une injustice. Oui, ils ont l'impression de vivre une injustice et ils sont déterminés. Il ne fallait pas en arriver là, il ne fallait pas leur donner cette impression-là d'avoir assez de marge de manœuvre pour pouvoir intimider le gouvernement. Nous avons vu cela dans les débuts de la grève
il y avait des menaces qui ont été proférées. Et quelques jours après, ils sont revenus sur la table des négociations. Et je ne comprends pas pourquoi le gouvernement n'arrive pas à discuter avec eux et apaiser la situation. Je ne sais pas ce qui coince. Les enseignants sont aussi des patriotes, sont des parents d'élèves. Ils comprennent que personne n'a intérêt à ce que le système scolaire soit bloqué. Ça ne profite à personne. Donc je pense que le gouvernement et les enseignants, les deux mis l'un dans l'autre, doivent pouvoir faire des concessions. C'est à ça qu'on doit arriver. Il faut pouvoir faire des concessions. Mais dans un premier temps, il faudrait que le gouvernement démontre sa bonne foi. Il faudrait que le gouvernement libère Assis Dugari parce que son emprisonnement intervient comme véritablement, je l'ai dit tout à l'heure, une tentative d'intimidation. Voilà, faut pas lui ôter son droit de militer, il ne faut pas lui ôter son droit de syndicalisme. C'est un droit fondamental. Il ne faut pas tuer le syndicalisme parce que ça permet de réguler aussi la vie sociale, ça permet de réguler la vie au niveau du domaine professionnel parce qu'il y a beaucoup d'injustices que les gens vivent dans ce domaine. Nous avons révélé déjà que depuis janvier, il y a des leaders syndicaux aujourd'hui qui ont vu leur salaire bloqué. C'est ce mois d'avril-là, nous avons vu qu'il y a des ponctions qui ont été opérées sur certains salaires. Et s'il n'y a pas de syndicalistes, qui sera présent pour pouvoir porter la voix de ces personnes-là qui représentent l'État, le gouvernement, un peu partout sur toute l'étendue du territoire, au péril de leur vie? Vous voyez que c'est compliqué. Jean-Richard, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le gouvernement recule sur le cas Justin Dugari quand on sait les conditions dans lesquelles il a été enlevé ou arrêté? Ça dépend de la perception de chacun. Toujours est-il que cela s'est fait dans des circonstances assez traumatisantes pour sa famille, ses enfants et sa femme, qui en ont été véritablement secoués. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les revendications des enseignants concernant sa libération soient enfin évacuées par les instances gouvernementales? Ah oui, moi je pense qu'il le faut. C'est vrai que moi j'estime que cette grève apparaît comme une tache noire dans tout ce qui est fait depuis quelques années par le pouvoir ado. C'est vrai qu'il y a eu des avancées, on nous parle de la prime ado, on nous parle de l'extension de l'indemnité de logement à tous les fonctionnaires, les enseignants en ont bénéficié. On se rappelle des arriérés de salaire des enseignants, estimés à près de 245 milliards après 27 années, cette histoire d'enseignants raccrochés. On nous parle de la révalorisation des différentes primes de transport. Il y a eu beaucoup d'efforts. Au niveau même des infrastructures, il y a eu énormément d'efforts. Quand je regarde un peu les chiffres du gouvernement concernant l'enseignement, il y avait 284 collèges et lycées en 2011 et nous sommes passés à plus de 902 en 2024. Il y a eu une construction de plus de 608 lycées et collèges à travers toute la Côte d'Ivoire. Je ne parle pas des salles de classe, je ne parle pas des recrutements. Aujourd'hui, l'école est obligatoire. Il y a de belles avancées. Mais je pense que l'enseignant est au cœur de ces avancées. C'est vrai, certes, il y a des infrastructures, mais il faut mettre le corps enseignant au cœur du système éducatif. Donc, pour ma part, il faut faire des concessions face à ces différentes demandes. C'est vrai qu'aujourd'hui, il réclame la prime. L'État n'est pas en possibilité de donner maintenant cette prime, mais il faut faire des promesses et puis essayer de voir dans la durée comment tenir ces promesses-là afin que l'école soit en paix. Nous sommes tous des parents d'élèves ou plus ou moins des parents d'élèves. Est-ce que vous craignez, honnêtement dit, pour les examens de fin d'année? Non, moi quand on annonce une grève à quelques encablures seules, enfin pas encore une grève, on n'est pas encore là, il y aura peut-être entre-temps le retour du dialogue, mais quand on annonce une assemblée générale qui laisse présager d'un mouvement de grève à seulement quelques encablures de la période des examens. Oui, c'est vrai que les élèves sont véritablement touchés par cette situation, mais ils ne sont pas la cible de cette grève-là. Quoi qu'ils ils en sont une victime. Les premières victimes. Les premières victimes. Mais je compte sur la bonne foi des syndicalistes. Je pense que ces mouvements d'humeur qui sont en train de manifester, c'est pour pouvoir amener le gouvernement à les écouter et à respecter les engagements qui ont été pris lors de la rencontre conjointe où ils ont fait la lecture conjointe le 9 avril dernier. Mais ça ne va pas arriver jusqu'à perturber le fonctionnement du calendrier des examens scolaires ou encore empêcher les élèves d'aller à l'école. Nous n'en allons pas arriver là. Il n'y a pas péril à la demeure. Mais il faut que le gouvernement revienne sur la table des discussions. Ils ont déjà fait une première fois et ça a marché et les coups ont repris. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui le gouvernement continue de persister dans cette posture de répression. Et ça ne présage pas une bonne chose si le gouvernement continue dans cette lancée. Je suis convaincu que les jours à venir, ils seront invités
par le gouvernement pour pouvoir répondre les discussions. Et mon co-débatteur vient d'évoquer certains éléments. Le tout n'est pas de construire. C'est vrai qu'il y a eu des infrastructures, nous saluons tous cela, nous sommes des Ivoiriens. Mais le tout n'est pas de construire des infrastructures. Parce que quand on regarde le classement de la Côte d'Ivoire dans le PASEC, ce n'est pas très honorable. Donc je pense qu'il y a des efforts aussi à faire. Les enseignants sont bien formés, on ne va pas leur nier cela. Le système éducatif fonctionne plus ou moins normalement, mais il y a des efforts à faire à ce niveau-là aussi, parce que tout ne réside pas dans les infrastructures qu'on construit, mais c'est tout un système qu'il faut construire. Il faut compter aussi sur l'efficacité des acteurs de tous ces systèmes-là. Et pour qu'ils soient efficaces, il faut qu'ils soient dans de bonnes conditions, il faut qu'ils soient bien traités. Et ça nous ramène toujours à leurs conditions de travail, ça nous ramène toujours à leurs conditions de vie. Et voilà, bon. Moi, j'estime que ce que moi je retiens, c'est que le comité d'experts qui a été mis en place peine à trouver des solutions. Parce que si on avait trouvé des solutions, je ne pense pas qu'une assemblée générale aurait été convoquée le 6 mai pour... je ne sais pas, pour un mot d'ordre. Il faut qu'au niveau du comité d'experts, il faut qu'on soit dans la franchise. Qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est annoncé, est-ce qu'il y a des propositions, est-ce qu'il y a des contre-propositions? Parce qu'il y a une opacité, il y a un flou. Qu'est-ce qui est proposé exactement? Il y a eu plusieurs rencontres à l'issue de la grève. Il y a eu des rencontres, mais j'estime que quelques semaines après, les enseignants estiment qu'il n'y a aucune avancée. Est-ce qu'on joue, c'est un jeu de chat et de la souris? Je pense qu'à un certain moment, il faut que les enseignants puissent nous dire exactement quelles sont les propositions faites par le gouvernement, puisque le gouvernement estime qu'il faut débourser 400 milliards pour satisfaire à cette prime des enseignants. Le gouvernement estime qu'aujourd'hui, ils ne sont pas en mesure de donner cette prime, mais qu'est-ce qui est proposé aux enseignants? Il y a une opacité. Alors qu'on nous dit depuis le 27 février qu'il y a un comité d'experts qui est mis en place pour trouver des solutions. Quelles sont les solutions exactement? Et ça, je me désole parce que lorsqu'on écoute, on a écouté M. Bli à l'instant, on a l'impression que depuis lors, rien n'a été fait. Parce que il est revenu sur les mêmes revendications. Donc, qu'est-ce qui a été fait lors des différents échanges? On se pose aujourd'hui la question. Je pense que de plus en plus, on doit impliquer l'association des parents d'élèves dans les négociations parce qu'effectivement, mon co-débatteur a relevé le mot opacité. Nous qui suivons ce processus-là de près depuis un moment, on a senti cette opacité parce que chaque soir, on attendait qu'on nous revienne avec des déclarations ou des comptes rendus des différentes négociations ou des différentes discussions qui ont eu cours en journée. Même nous n'avons pas eu ces retours-là. En tant que parents d'élèves, je pense qu'il est important aussi qu'on soit impliqué là-dedans. Peut-être que cela pourra permettre d'accélérer ou de booster le processus afin qu'on aboutisse à l'apaisement. Certainement. Assez rapidement, est-ce qu'il y a mauvaise foi? On ne saurait le dire. De quel côté se trouve la mauvaise foi? Il y a non-respect d'engagement, c'est qu'il y a mauvaise foi. Enfin, cela saura se confirmer dans les jours et semaines à venir. Sondage, manifestation pour Tidjane Thiam à Paris, le PPACI et le GPS de Guillaume Soro se désolidarisent du PDC-RDA. Dans quelques heures, donc dans la capitale française, doit se tenir une manifestation pour protester contre la radiation du président du PDC-RDA, Tidjane Thiam, de la liste électorale. Alors sur ce point, on assiste à des tensions au niveau de l'opposition, fait assez surprenant là où on s'attendait à ce que l'opposition parte d'une voix commune. On se rend compte plutôt qu'on assiste à de la division, à l'écartèlement du bloc de l'opposition. Le PPACI, c'est vrai qu'il n'était d'ailleurs pas dans la capsule conduite par le PDC-RDA, qui ne soutient certainement pas le parti de Thiam dans cette revendication. Pareil pour le GPS de Guillaume Soro qui est en exil et qui également, à l'instar du PPACI, décide de se désolidariser du PDC-RDA alors que l'on sait que les leaders de ces trois formations politiques sont tous dans la même condition aujourd'hui, exclus de la liste électorale pour des motifs judiciaires. Soro Djabiga, votre lecture de cette situation de déchirement au sein de l'opposition ivoirienne? Non, je ne parlerai pas de déchirement d'abord. Et au niveau des déclarations des deux chapelles politiques qui sont le PPACI et le GPS, je pense qu'il y a eu peut-être mauvaise interprétation au niveau de l'opinion parce que très souvent sur les réseaux sociaux, on voit des déclarations ou des railleries qui disent que le PDCI est isolé aujourd'hui, le PDCI a été isolé, le PPACI et le GPS s'en sont désoldarisés. Mais dans le cas du PPACI, Laurent Gbagbo avait annoncé déjà le 12 avril à Dabou
qu'il allait avoir un comité central qui allait se réunir et décider des choses et décréter un mot d'ordre. Aujourd'hui, le PPACI attend cette décision-là. Demain, les membres du parti, les cadres du parti vont se réunir au sein du comité central pour pouvoir prendre des décisions. Donc, c'est dans ce contexte-là que le PPACI a appelé ses militants à la retenue. Mais la cause qui emmène les militants du PDCI demain à sortir demain à Paris seront certainement soutenus par ceux du COJEP ou d'autres formations politiques qui sont alliées à Tidjane Cham. C'est la même aussi qui motive le combat de Laurent Gbagbo. Oui, c'est vrai que ce sont les mêmes causes qui les lient aujourd'hui. Mais ce n'est pas maintenant que ces situations existent. Laurent Gbagbo a longtemps été écarté de la liste électorale. Et rarement, nous avons senti le PDCI s'associer au PPACI. Mais on n'a pas tablé là-dessus, nous n'avons pas spéculé sur la question. Le PPACI n'a pas fermé la porte à une probable alliance ou un partenariat avec le PDCI. Pour le moment, il est question de se réunir dans sa chapelle pour pouvoir définir des stratégies. Et quand le moment va arriver, on va se mettre ensemble pour discuter. Dans le cas du GPS, les gens ont effectivement interprété cela. Mais on peut dire que peut-être que le PDCI et le GPS s'est désolidariser du PDCI parce qu'il y a quand même des antécédents. Nous avons vu la déclaration du PDCI qui s'était désolidarisé en son temps de GPS, sous prétexte que le GPS a été dissous et que le PDCI est un parti qui respecte les textes, donc il ne serait... Est-ce que cela a été dit? C'était quand précisément? Oui, il y a eu une rencontre au siège du PDCI qui regroupait pratiquement tous les leaders de l'opposition. À laquelle GPS avait participé. Et à la suite de cela, nous avons tous vu la déclaration du PDCI qui s'est désolidarisé du GPS, où il y a eu l'arrestation du cadre du GPS qui était venu faire la déclaration au nom de GPS. Et il a même signé au nom de GPS. On a senti la déclaration du PDCI qui s'est désolidarisé de lui alors que ce dernier avait été arrêté. Donc aujourd'hui, peut-être que le GPS est un peu rancunier, il lui ramène l'appareil pour dire que quand j'étais en difficulté, tu ne m'as pas soutenu. Aujourd'hui que tu es dans la même situation, tu veux que je te soutienne. Mais je pense que ces problèmes d'ego-là ne doivent pas prévaloir dans cette situation que nous traversons parce que ce qui doit être important, ce qui doit être prioritaire, c'est la situation des Ivoiriens, c'est la paix en Côte d'Ivoire, la paix sociale. Et si on a un intérêt commun, si on estime que le pouvoir en place, le régime qui est là aujourd'hui, ne met pas les populations, ne respecte pas les droits des populations, on doit se mettre ensemble au-delà de nos égos, au-delà de nos intérêts personnels. Je pense que ces différentes chapelles doivent se mettre au-dessus de leurs considérations et de leurs égos et se mettre ensemble parce que les populations en ont besoin. Jean-Richard Nguesson. Moi, je veux répondre sur le mot égo. Et c'est incontestable qu'aujourd'hui, au niveau de l'opposition, il y a un problème d'égo. Et je me dis que l'opposition se cherche un leader. Et chacun essaie, quoi qu'on dise, de se positionner comme le leader de cette opposition. Quand vous parlez de chacun, vous parlez de qui précisément? Parce qu'on sait qu'il y a Cham qui pilote la CAPSI, la plus grande coalition d'opposition actuellement en activité en Côte d'Ivoire. Et de l'autre côté, on a le PPACI, qui, à la suite de l'appel de Benoît plutôt, n'a toujours pas réussi à nous sortir un groupement politique dans lequel d'autres partis ont accepté de fusionner. Alors là, est-ce que ce n'est pas plutôt une crise de leadership entre le PDCI de Tidjane Cham et le PPACI de Laurent Gbagbo, où l'un ou l'autre se dit, mais c'est à moi de fédérer l'opposition pour qu'en cas de candidature unique, je sois celui-là qui soit désigné pour reconduire l'opposition dans les urnes? C'est pourquoi je partage le mot égo. Il y a forcément un problème d'égo. Aujourd'hui, au regard de l'actualité et au regard de tout ce qui se raconte, Tidjane Cham se positionne de plus en plus comme le leader de l'opposition. Et pour ma part, j'estime que le PPACI ne souhaiterait pas être derrière cette mouvance. Elle veut forcément se positionner et essayer de présenter son leader comme le leader de l'opposition, quoi qu'on dise. Et aujourd'hui, le PDC étant dans une sorte de difficulté au regard de l'actualité de M. Tidjane Cham, ils estiment que ce n'est pas à eux de soutenir M. Tidjane Cham. Parce que hier, comme il le disait, Laurent Gbagbo avait les mêmes difficultés, Guillaume Soro a eu les mêmes difficultés. À aucun moment, on a vu le PDCI soutenir le PPAC ou encore GPS dans son combat pour qu'on remette, que ce soit Guillaume Soro ou Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Il a parlé plutôt d'amnistie, je me rappelle, lors d'une interview, ce que le PPACI n'avait à l'époque pas apprécié. Et puis je me rappelle que dans son intervention d'il y a quelques jours, il a parlé d'un sondage, un sondage qui en plus a froissé un certain nombre de militants du PPACI. Les militants du PPACI.
Et face à ces différentes actualités, je pense qu'ils estiment qu'ils n'ont pas à suivre Tidjane Thiam aujourd'hui qui rencontre une certaine difficulté. Donc ils sont dans une posture d'observation et ils essaient de voir véritablement ce que le PDCI va faire. Mais j'estime que c'est bien dommage ce qui se passe. Aujourd'hui, on a un pouvoir fort, un RHDP fort qui, lorsqu'on observe, est celui qui dicte, quoi qu'on dise, un peu le rythme. Qui impose le calendrier. Qui impose le calendrier et l'opposition suit. On aurait bien aimé voir une opposition assez solide et solidaire face à tout ce qui se passe, mais force est de constater malheureusement que du côté du PDCI, on se cherche, le PPACI qui ne veut pas accompagner le PDCI dans sa lutte, encore moins GPS, pour qu'on les uns et les autres puissent observer que c'est Tidjane Thiam qui est le leader de cette opposition. Donc chacun, parce que c'est vrai que lorsqu'on lit le communiqué, on n'évoque pas Laurent Gbagbo, c'est vrai, il a... différents communiqués, parce qu'il y en a eu deux. Oui, lorsqu'on lit les différents communiqués, Laurent Gbagbo, c'est vrai, ou dans le communiqué, on ne dit pas précisément c'est pour soutenir cette marche, mais lorsqu'on regarde le timing, forcément, on n'est pas dupe. On sait que forcément, c'est pour se retirer de ce combat que mène aujourd'hui le PDC-RDA. Alors parlons justement de ce fameux sondage évoqué par Tidjane Thiam le 24 avril dernier, quelques heures à peine après l'annonce par la juge de sa radiation de la liste électorale. Est-ce que ce sondage peut véritablement poser problème? Le député Assalé Timoko estime qu'il est tout à fait normal, légitime pour une partie de faire ses propres sondages pour se rassurer d'abord et ensuite peut-être envoyer un message à l'opinion publique. Dans le cas du PDC-RDA, Thiam évoque des chiffres d'un sondage. C'est vrai qu'il n'a pas été très précis sur les différents pourcentages qu'il pourrait avoir, mais toujours est-il qu'il se donne largement vainqueur peut-être dès le premier tour face à ses concurrents les plus sérieux. Est-ce que cela mérite de fâcher autant de l'autre côté dans l'opposition? Thiam, dans sa posture, il est de plus en plus contesté au niveau du PDCI et au niveau national, au plan juridique, tout ça. De plus en plus contesté au niveau du PDCI. Mais les attaques que Thiam vit aujourd'hui viennent du PDCI. Bon, de plus en plus, c'est peu dire, voilà, parce que ce sont les mêmes qui depuis les attaques, 2023 les attaques que Thiam sont à la base de ces attaques-là. Oui, bon, c'est pas les mêmes personnes. Nous avons vu des différentes vagues de personnes et d'autres personnes qui viennent se dédier aussi. Donc Thiam aujourd'hui a besoin de matérialiser, de marquer sa suprématie dans l'échiquier politique en Côte d'Ivoire. Et il était important pour lui de montrer que, nonobstant cette vague de haine et de jalousie que je vis, ou bien cette vague d'assignation en justice que je traverse, je suis quand même l'homme aujourd'hui qui est le plus populaire et qui est le plus aimé en Côte d'Ivoire. L'homme de la situation. L'homme de la situation. C'est dans ce contexte-là que Thiam a fait cette déclaration. Il a une communication qui est quand même millimétrée, qui est assez pointue. Ce n'est pas une erreur de sa part, même si cela a fâché l'autre chapelle politique. Mais je pense que dans sa stratégie de communication, Thiam voulait démontrer à l'opinion nationale et international que c'est lui le patron de la politique en Côte d'Ivoire, à travers ce sondage qu'il a lui-même commandé. Au niveau du PPACI, ils n'ont pas apprécié, c'est clair, pendant que le PPACI est en train de se battre aujourd'hui pour démontrer... Pourquoi d'après vous? Mais justement, parce que le leader du PPACI, qui a toujours été présenté comme un homme populaire, le plus grand mobilisateur de la Côte d'Ivoire, a été relégué au second plan dans une compétition électorale, parce que ce sondage-là concerne la compétition électorale, la course à la présidentielle de 2025. Donc quand on entend que Laurent Gbagbo a été relégué au second plan, surtout dans un PPACI, où là-bas on fait le culte de la personne, on ne va pas accepter cela, ça fâchait naturellement. Mais est-ce que c'était opportun aussi de l'autre côté de le faire dans cette situation-là où le PDCI est boycotté aujourd'hui? Le PDCI subit des tensions qui sont vraiment qui visent à déstabiliser le parti. Ce n'était pas peut-être nécessaire de le faire parce que le PDCI aujourd'hui a besoin de toute l'opposition à côté d'elle pour pouvoir mener le combat et amener le gouvernement aujourd'hui à céder à ses demandes. Et ce n'était pas nécessaire. Vous avez vu les conséquences que cela a engendré. Voilà aujourd'hui le PPACI qui s'est retiré en griffe de sa manifestation. Le GPS qui avait gardé une ancienne rancune, qui s'est retiré aussi. Demain, on aura l'occasion de voir la force de mobilisation du PPACI. Bon, après, ils n'étaient pas ensemble auparavant. Hein. Jean-Richard, votre avis là-dessus, sur cette fameuse polémique liée au sondage évoqué par Tidjane Thiam? Sous notre tropique, les sondages ont toujours posé problème, fort malheureusement. Alors que sous d'autres cieux, les sondages ont pignon sur rue. Et puis on se rappelle qu'il y a un sondage d'il y a de cela quelques années qui mettait en opposition Trump et Hillary Clinton. Et les sondages estimaient que Hillary Clinton allait battre Donald Trump. Mais après, qu'est-ce qu'on a vu? Un Trump vainqueur. Donc après, moi je pense qu'il ne faut pas regarder forcément au sondage. Aujourd'hui,
Et en 2010, il y a eu plusieurs sondages en Côte d'Ivoire qui montraient que Laurent Gbagbo était le vainqueur, qui montraient le président Bédié comme le deuxième, comme Alassane Ouattara troisième. Et après, à l'issue des élections, on a vu qu'il y avait un bouleversement. Après, c'est dommage qu'au niveau du PPACI, on puisse prendre cela au premier degré. Mais moi, je pense que tous ces éléments l'un mis dans l'autre pourraient renforcer un peu le PDC-RDA qui aujourd'hui est dans une traversée assez douloureuse de son histoire. Et aujourd'hui, Tidjane Thiam, quoi qu'on dise, face à cette cabale, face à ces procédures judiciaires, je pense que c'est quelque chose qui va construire, qu'on le veuille ou pas, son histoire et qui va lui donner de comprendre que l'échiquier politique, on ne se fait pas cadeau. C'est vrai, c'est dommage, on aurait aimé voir le PPACI ou encore GPS l'accompagner à cette manifestation demain, mais on aura l'occasion de voir véritablement la force de frappe du PDCI et je pense que ça va permettre à chacun de juger de la capacité aussi de ce parti. Même s'il faut rappeler que la manifestation se tient à Paris, donc pas sur le terrain ici en Côte d'Ivoire. Alors, Soro Djabiga, on a d'un côté Laurent Gbagbo du PPACI et Guillaume Soro de GPS, tous les deux, ce n'est pas encore formel parce qu'il y a des velléités de rapprochement, mais ils ne sont pas encore au stade d'un partenariat politique. Ce n'est pas encore évoqué en tant que tel. Est-ce que l'on peut s'attendre à ce qu'à l'instar de la CAPSI, la CAPSI qui regroupe entre autres Tidjane Thiam qui est devant, Simone Evé Gbagbo, Charles Blé Goudé, Afin Guessan, qui sont tous dans une coalition et qui semblent aller vers un idéal commun. Est-ce qu'on peut s'attendre que de l'autre côté, GPS et le PPACI fondent un front commun? Oui, ce n'est pas officiel, mais je peux vous le dire, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, le PPACI et le GPS de Guillaume Kibafoy-Soro fonctionnent ensemble, main dans la main dans le Nord. Moi, j'ai eu l'occasion de couvrir certains événements où, je ne dirais pas le GPS parce que le parti a été dissous, mais où les pro-Soro étaient aux côtés du PPACI. Voilà, un mouvement. Où les pro-Soro étaient aux côtés du PPACI et ça se fait régulièrement dans plusieurs activités. Le PPACI... Mais dans ce bal-là, qui mène la danse? Non, le PPACI, il est clair que le PPACI est principalement le leader, puisque le PPACI a plus de représentants à l'Assemblée nationale par rapport au GPS qui n'en a pas en ce moment. Mais s'agissant justement de ce rapprochement, de ces frottements-là, Soro Guillaume qui aspire clairement à prendre la présidence de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, qui se considère comme ayant été injustement écarté du pouvoir. Pour lui, il faut qu'il revienne aux affaires. C'est inconditionnel. Tout comme Guillaume Soro qui estime qu'après avoir occupé plusieurs fonctions de très haut niveau dans ce pays, il ne lui reste plus que la présidence de la République. Entre les deux, est-ce qu'on va arriver à une sorte de consensus électoral si le schéma se présentait ici? Nous y viendrons, mais là, le moment n'est pas encore arrivé. Pour le moment, mais est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut faire des projections déjà? Bon, les projections sont toujours possibles. Hein. Guillaume Soro est beaucoup trop ambitieux. Il a manifesté cela. Ça fait près de 10 ans maintenant qu'on sent vraiment ses ambitions présidentielles. Laurent Gbagbo, depuis son retour de la CPI, manifeste de plus en plus son ambition de conquérir le pouvoir d'État. Les deux sont des leaders et les deux fonctionnent ensemble sur le terrain, comme je l'ai dit. D'abord ancien partenaire, sinon ancien allié. Dans les années 90, lorsque Guillaume Soro était en quelque sorte le dauphin de Laurent Gbagbo, qui était son parrain politique. Après, grand ennemi avec la rébellion qui éclatait en 2002 et qui a débouché sur le conflit post-électoral de 2010-2011. Après, aujourd'hui, ce rapprochement-là est-il sérieux? Oui, il est sérieux. Nous sommes en politique et les choses sont dynamiques. La politique, comme on le dit souvent, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Il faut voir ces activités-là, il faut voir ces moments-là pour pouvoir comprendre que c'est réel. Le GPS et le PPACI fonctionnent ensemble. Car une fois dans le Nord, chaque fois qu'il y a des activités... Ils fonctionnent ensemble pour le moment, mais jusqu'à quel niveau? Non, pour le moment, c'est contextuel. Aujourd'hui, les deux partis vivent la même situation. Leurs différents leaders ont été radiés de la liste électorale. Ces deux partis ont besoin de marquer leur présence au Nord, le Nord qui est fortement influencé par le RHDP. Ils ont compris que tous seuls, ils ne peuvent pas influencer le terrain. Et ensemble, ils arrivent à avoir vraiment un impact. Au début, les meetings, les réunions se faisaient au domicile du leader du PPACI, le référent local du PPACI. Après, les réunions ont commencé à sortir pour aller sur la place publique. On a senti une certaine évolution. Tout récemment, c'est le PPACI qui a fait sa rentrée politique et le PPACI a véritablement mobilisé sur la place publique à Bondala.
on sent aussi le GPS qui mène ses activités, qui fait des dons, qui fait du corps à corps selon sa stratégie. Et les choses évoluent. Mais nous ne sommes pas encore à l'étape de décider qui sera la tête de liste ou qui aura le lead. Mais il faut dire que les deux partis fonctionnent ensemble et aujourd'hui, on sent que l'appel de Benoît a reçu un appel, même s'il n'est pas formel ou officiel, mais a reçu un écho favorable du côté de GPS. Jean-Richard Guessan, un front commun, Soro, Kibafouri, Guillaume, Laurent Gbagbo, vous y croyez? Oui, tout reste possible, comme Soro le disait à l'instant, politique, tout reste possible. Et puis, face à un RHDP qui est sur le terrain depuis 15 ans, face à un Alassane Ouattara qui présente de plus en plus son bilan, et face à une opposition qui se cherche, je pense que la possibilité qu'a l'opposition aujourd'hui, c'est de se mettre ensemble. Et ensemble, on est plus fort. On a vu qu'en 2010, à l'issue du premier tour, n'eût été le soutien du président Bédié au président Alassane Ouattara, ça aurait été difficile pour lui de battre le président Laurent Gbagbo. Donc, lorsqu'on a cette lecture-là de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, on ne peut que se mettre ensemble. Et puis aujourd'hui, quoi qu'on dise, le RHDP est un parti qui est tellement implanté, tellement représenté au niveau de la Côte d'Ivoire, que si l'opposition veut détrôner le RHDP, cette opposition-là gagnera à se mettre ensemble. Alors là, vous avez ouvert la voie à ma prochaine question. L'opposition ivoirienne est-elle capable de faire front commun, éventuellement, au risque de sacrifice dans la perspective d'octobre 2025? Et si oui, Soro Djabiga, qui pourrait être celui-là qui va porter le combat de l'opposition? Est-ce que si éventuellement Tidjane Thiam venait à être réintégré sur la liste électorale, ça peut même être Charles Blé Goudé, hein? Ne sait-on jamais. Est-ce que les autres accepteraient de le suivre? Ça sera compliqué. Au niveau du PPAC, l'on estime que Laurent Gbagbo a été ancien chef d'État. L'on estime que Laurent Gbagbo a vécu une injustice. Et aujourd'hui, pendant qu'il est sur la scène politique, le PPAC veut reconquérir le pouvoir d'État et restaurer le président Laurent Gbagbo. Au niveau du PDCI, les militants estiment que Tidjane Thiam aujourd'hui est le candidat idéal pour pouvoir remporter l'élection. Au regard, ni plan B, ni plan C. Voilà, au regard, il n'y a ni plan B, effectivement, au regard de sa statue internationale, du potentiel qu'il représente et au regard aussi du potentiel que le PDCI représente en Côte d'Ivoire, l'on estime que c'est Tidjane Thiam qui peut aujourd'hui porter le lead pour pouvoir conduire l'opposition. Donc il y a ce problème de hiérarchie là qui fait qu'il est difficile aujourd'hui de dire si c'est telle chapelle ou telle chapelle qui va porter toute l'opposition, ça sera difficile. Mais je pense que les deux chapelles, les deux leaders auront le temps de se réunir et puis constater que l'intérêt supérieur de la nation, l'intérêt des Ivoiriens doit primer sur les égos de chaque chapelle. Et l'un dans l'autre, peut-être qu'il y aura des critères qui vont être regardés. Aujourd'hui, le parti principal de l'opposition, c'est le PDCI. Quand on le dit, ça choque, mais c'est le PDCI qui est plus représenté à l'Assemblée nationale. Ça dénote de sa représentativité. Donc aujourd'hui, peut-être que ça a pesé en faveur du PDCI, on ne sait pas, mais je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes à la première manifestation au niveau du PDCI à Paris. Il y aura d'autres manifestations, certainement, où le PDCI, le PPAC et les autres partis vont se mettre ensemble. Donc il ne faut pas désespérer. Le PDCI a besoin de démontrer sa capacité de mobilisation, notamment en Europe. Ici, en Côte d'Ivoire, le PDCI mobilise. Partout où il part, on sent sa mobilisation, on sent son ancrage un peu partout. Mais ça, c'est un exercice que le PDCI, un challenge que le PDCI doit pouvoir réussir à Paris et montrer à ces deux partis qui ont décidé de se retirer de sa manifestation que sans eux, il peut effectivement impacter, il peut mobiliser. Donc, c'est un défi qui est lancé au PDCI. On aura le temps de vérifier à travers nos différents canaux demain. Jean-Richard, vous semblez clairement sceptique à propos de ce que dit Soro Djabiga. Dans le même temps, est-ce que cette situation ne profite pas au RHDP? Parce que quand tous les leaders de l'opposition semblent s'accrocher à l'idée d'être représentés, eux, au palais présidentiel, de prendre le pouvoir, Alassane Ouattara se dit mais c'est du pain béni, parce que si on ne peut pas se mettre derrière l'un ou l'autre aussi, Laurent Gbagbo ne peut pas faire l'unanimité, ni Tidjane Thiam, ni Simon Névé, encore moins Charles Blé Goudé, Guillaume Soro et autres. Mais moi, je n'ai qu'à sortir, même si éventuellement il venait à faire des concessions en dégageant un profil de la liste de ceux qui sont actuellement condamnés, cela ne résoudrait rien, parce que dans le fond, imaginez-vous que Thiam soit celui-là qui aille aux élections en octobre 2025, on verrait peut-être difficilement Laurent Gbagbo jouer franc jeu pour le soutenir. Ah oui, c'est cela le gros problème de l'opposition ivoirienne aujourd'hui. Il y a un problème de positionnement, quoi qu'on dise. Le président Laurent Gbagbo, au regard de son parcours, estime
que c'est lui qui doit porter cette opposition, quoi qu'on dise. C'est vrai qu'il a été chef d'État, il a gouverné la Côte d'Ivoire, il a eu plusieurs postes électifs en Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui, quoi qu'on dise, est-ce qu'il est à même de porter cette opposition? Et au regard des chiffres, au regard des dernières élections, quoi qu'on dise, c'est le PDCI qui se présente aujourd'hui comme le parti leader de l'opposition. Et au regard de tout ce qui se fait, au regard de tout ce qui se raconte, Tidjane Thiam incarne aujourd'hui l'opposition ivoirienne, quoi qu'on dise. Et au regard de tous ces éléments, je me dis que le PPACI, dans un certain calcul, ne veut pas s'aligner derrière le PDCI-RDA. Autant se positionner soi-même. Donc je me dis que le mis dans l'eau, ça va fragiliser l'opposition ivoirienne et c'est un boulevard pour le RHDP. Vous avez consulté en cours de journée un confrère qui a accepté donc de livrer son analyse de cette situation. Veuillez nous le présenter. Oui, le confrère Guébi qui intervient dans le quotidien Le Mandat, qui livre son point de vue face à cette situation. On va l'écouter. Le PDCI France a décidé de marcher pour protester contre la décision de la justice. Voilà, la justice qui demande à la CEI d'éradier le nom de Tidjane Thiam. Voilà, candidat du PDCI à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Mais bien avant ça, il y a eu des leaders de l'opposition qui ont été éradiés, de leur nom ont été éradiés de la liste électorale. Il y a bien Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Mais le PDCI ne s'est jamais montré coopérant. Sur une chaîne étrangère, il y a eu à ce que le président du PDCI a même demandé une clémence, une loi d'amnistie, demandant la clémence du chef de l'État Alassane Ouattara. Il ne s'est pas montré coopérant. Il n'a pas dénoncé ce que le PPACI, le GPS, le COGEP appelait une injustice. Il n'a pas dénoncé cela. C'est comme s'il reconnaissait, il était d'accord avec la justice, mais il demandait pardon à Alassane Ouattara. Vous voyez? Et ensuite, le cas Kafando, lorsqu'ils l'ont pris, bon, le PDCI a dit que bon, il respectait les décisions de la justice. Aujourd'hui, c'est la même justice qui demande sa radiation de la liste électorale. Bon, ils ne peuvent pas se sentir, les vrais policiers ne peuvent pas se sentir, là, se lever et aller soutenir celui qui ne les avait pas soutenus hier. Ça, logiquement, ça ne peut pas se faire. Parce que Thiam, dans son entendement, peut-être qu'il se disait, non, tant que ceux-là, ils sont sur la touche, tant que ceux-là sur la touche, toutes ces voix-là, de GPS, de Gbagbo, tout cela, non, ça sera avec eux. Tout c'est avec le PDCI. Donc, du coup, lui, il gagne. Et ça, il est en bonne position. Donc, pourquoi mener ce combat? Ce combat qui, après, va le fragiliser. Tant que les autres étaient morts, bon, lui, ça l'arrange. Vous voyez? Et puis, Laurent Gbagbo a lancé l'appel de Benoît. Soro Djabiga, un commentaire en 30 secondes sur ce que vient de dire le confrère qui semble vous rejoindre dans votre lecture de la situation. Oui, je le disais tout à l'heure. Le GPS s'est senti esselé lorsque le PDCI a fait sa déclaration pour se désolidariser pendant la période où le camarade Kafando a été interpellé pour avoir tenu une déclaration, une déclaration au nom de GPS. Aujourd'hui, je pense que le PDCI est victime de son individualisme politique. Parce que quand on est sur la scène politique, on doit faire preuve aussi de solidarité. Parce que quand on milite au sein des partis politiques, l'objectif final, c'est de pouvoir gérer le parti. Quand on gère le parti, on fait preuve aussi d'humanisme. On ne peut pas arrêter quelqu'un et dans un timing qui est vraiment suspect, vous sortez rapidement pour vous désolidariser de lui. L'idéal même aurait été de la fermer. Si on ne veut pas le soutenir, on se tait. On vous aura compris. Okay. On va aller à Jean-Richard Nguessan rapidement. Oui, moi je vais aborder dans le même sens que Soro. Je pense que le PDCI a manqué de soutenir que ce soit le PPAC ou le GPS à un certain moment. Et je pense que le PDCI perd aujourd'hui de ses soutiens-là. Moi, je pense que ces partis-là ont raison en quelque sorte de ne pas soutenir le PDCI aussi. Et dans la chute de Guébi, il a évoqué l'appel de Benoît. Suite à cet appel, à aucun moment le PDCI n'a semblé être accroché par l'appel de Benoît, ce qui, pour ma part, a froissé aussi le PPACI, je pense. Et aujourd'hui, face à cette difficulté-là, chacun essaie de rester dans son camp et d'observer ce que le PDCI va faire. C'est ici que l'on s'arrête pour ce numéro de l'Intelligent Club, ce que vous avez suivi en direct sur les plateformes de l'Intelligent TV. On va se dire au revoir, vous souhaitez un excellent week-end en espérant qu'à notre retour pour le lundi, il y aura de meilleures nouvelles pour la Côte d'Ivoire et une décrispation vue
pour les jours et mois à venir. On va se dire au revoir et à très bientôt.